Bienvenue à Jet d'encre, à un événement Jet d'encre. Donc, pour rappel, nous, on est une association pour la promotion et la défense de la liberté de la presse d'initiative jeune. Et aujourd'hui, c'est notre première édition de la conférence de presse en ligne. Les journalistes jeunes, du coup, je vous présente Olga Klokova, qui est danseuse au Moulin Rouge, et Perrine Laurent, qui est agent dans le milieu de la chanson lyrique. Donc aujourd'hui, on les reçoit pour que vous puissiez leur poser des questions, vous puissiez un peu construire des articles avec des personnes actrices de la culture, puisque c'est sur ça que porte notre conférence de presse. Euh, c'est un exercice de dialogue où vous allez pouvoir interroger nos intervenantes sur la question des stratégies d'adaptation que le milieu culturel a développé en période de confinement et elles vous répondront, j'espère, grâce à leur expérience et les opinions qu'elles ont pu se forger au contact des personnes qu'elles côtoient dans leur milieu respectif. Du coup, c'est Jérémy qui prend la main. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, cette conférence se tiendra jusqu'à 16 heures. Et d'ici là, une vingtaine de questions auront été posées. On espère que cet échange et que le nouveau format qu'on est obligé d'adopter à cause de la situation sanitaire permettra une belle fluidité quand même et qui nous intéressera. Et je vous propose de lancer directement le bal des questions. Je vais envoyer directement avec la première question. Pour Olga et Perrine, est-ce que vous pouvez nous expliquer, selon vous, le rôle que joue la culture dans notre société? Je sais pas si Olga, tu veux commencer ou enfin vous voulez commencer J'allais ou dire, j'allais dire la même chose, Perrine. Je pense que c'est mieux, c'est vous qui commencez. Allez-y, ok, après je bah, pas de suis. souci. C'est vaste comme question. Oui. Je pense que toute la conférence de presse, ça aurait pu se faire en une seule conférence de presse tellement je pense qu'il y a de choses à dire. Mais je pense que si on travaille dans la culture, c'est qu'on estime que la culture a un rôle hyper important. En tout cas, c'est mon avis. Pour moi, la culture, c'est du partage, c'est un moyen d'expression. C'est à chaud comme ça, je trouve pas les mots, mais pour moi, c'est hyper important dans la construction d'une société parce que ça permet, ça a un accès à plein de choses et qui font qu'on se forge, qu'on se nourrit de plein de choses et qu'on a ensuite un esprit critique. Pas seulement, mais je veux dire, voilà, ça permet de se faire un avis sur les choses, ça permet de s'ouvrir au monde, d'avoir une ouverture d'esprit. C'est hyper vaste. Du coup, j'ai un peu du mal à centrer ma réponse, mais je pense que j'ai quand même réussi à dire un peu l'idée générale du truc. Mais je ne sais pas si Olga, vous avez quelque chose Ah oui, à Perrine, je dire. vais enchaîner du coup. Effectivement, je rejoins ce qu'elle vient de dire, Perrine. Je trouve que la culture, surtout que, par exemple, moi, je viens du Kazakhstan. Je suis née là-bas, je suis arrivée en France il y a 13 ans et je trouve que nous avons la chance de vivre dans un pays qui est libre d'expression déjà et qui a énormément de potentiel et surtout la créativité pardon, et la culture, c'est un grand développement ici. Donc, c'est vrai que par la culture ici, on peut exprimer plein de choses. Il y a aussi, on peut parler de la politique, on peut parler de culture, je veux dire la danse, on peut passer un message complètement différent. Par la peinture aussi, par la musique aussi. Je trouve que c'est une magnifique pouvoir d'expression, surtout, la culture. Et aussi, c'est quand même assez magique que ça nous rend souvent, ça peut nous rendre souvent heureux et ça peut nous faire du bien. Donc, effectivement, le manque
le manque de la culture actuellement, c'est un vrai problème, je pense, pour beaucoup de personnes. Donc cette petite question introductive, on va pouvoir enchaîner et commencer avec le cœur de cette conférence de presse. Alors juste un petit peu, alors j'ai ma cam qui ne marche pas, je m'excuse. Euh, Juste pour un petit peu organiser cette conférence de presse, on l'a décomposée en trois grosses parties. Donc une première partie où on abordera les conséquences économiques sur votre profession. Une seconde partie où on abordera les conséquences psychologiques sur votre vie professionnelle et votre vie personnelle, votre métier, votre rapport à la société aussi en tant qu'artiste. Et puis une troisième et dernière partie où on explorera un petit peu les différentes adaptations qu'ont proposé le monde de la culture pour subsister en fait avec ce confinement, avec cette situation sanitaire compliquée, ces règles de distanciation sociale, etc. etc. Je propose qu'on passe tout simplement à la première partie sur les conséquences économiques sur la profession. Euh, Poser leurs questions. Donc, pour commencer, la première question, pensez-vous que les mesures économiques prises par l'État concernant la culture sont suffisantes et avez-vous perçu des aides de l'État de votre côté? Je ne sais toujours pas si c'est Perrine qui répond ou c'est moi qui réponds à chaque fois. Perrine, je vous laisse répondre. Si ça ne vous dérange pas, sinon c'est moi. Alors, est-ce qu'on pense que c'est suffisant et est-ce qu'on a perçu des aides, hein, c'est ça? C'est les deux. C'est ça. J'ai bien. Ok. On commence dans le vif du sujet. Est-ce que c'est suffisant? Disons que c'est pas catastrophique, surtout si on compare avec l'étranger où globalement il y a rien du tout, hein. Enfin, globalement on est à 0%. Est-ce que c'est suffisant? Je dirais, je suis tentée de dire non quand même s'il y a eu quand même beaucoup de choses de faites. En tout cas, c'est pas adapté. Je vais le présenter comme ça plutôt. C'est pas adapté à la culture. Si je parle pour les agents, en tout cas pour les agences, c'est pas adapté. On nous propose du chômage partiel qu'on a le droit de mettre en place, mais qui n'est absolument pas adapté à notre situation parce qu'au final, le coronavirus, ça nous a apporté beaucoup plus de travail. Donc en fait, on peut mettre en place du chômage partiel, sauf qu'en fait, on travaille plus, donc ça n'a aucun sens. Et en plus, c'est pas légal, hein. Enfin, je veux dire, si on fait du chômage partiel, il faut l'appliquer, c'est parce qu'on a moins de travail. Donc nous, on a une augmentation de l'activité et une baisse de nos revenus. Donc on est à l'inverse total. C'est absolument pas adapté pour nous, même si on a essayé de le mettre en place au possible. Après, oui, on a eu d'autres aides. Il y a eu les aides de la métropole. Il y a eu une autre aide de l'État. Alors, c'est pas moi qui gère ça, donc je ne sais plus de quelle aide il s'agit. Mais on a touché des aides qui ont été évidemment les bienvenues. Pour nous, on s'en sort pas trop mal parce qu'on avait plutôt une bonne trésorerie au départ et parce que nous, on est une agence qui travaille dans l'opéra et que globalement, on s'en est pas trop mal sorti parce que le chômage partiel appliqué aux chanteurs lyriques a quand même un sens parce qu'en fait, ils sont engagés sur des très longues périodes. C'est-à-dire qu'une production d'opéra, ça dure 1 mois ou 2 mois selon les maisons d'opéra. Donc, si on applique le chômage partiel à ces périodes-là, on arrive à un pourcentage de leur rémunération de base qui reste correct parce que la période est longue. Parce qu'en fait, le chômage partiel est plafonné, hein, donc sur une longue période, on arrive à respecter ces plafonds. Par contre, des solistes instrumentistes que nous, on ne gère pas, mais pour d'autres agences qui ont des solistes instrumentistes qui sont engagés pour la plupart sur 1 semaine maximum, voire quelques jours, et bien là, le plafonnement du chômage partiel fait qu'ils touchent même pas 20% de leur rémunération qui était prévue. Donc là, c'est vraiment plus problématique. Donc les agences qui gèrent uniquement des instrumentistes sont beaucoup plus en difficulté que les agences qui gèrent des chanteurs d'opéra. Donc là, clairement, les aides n'étaient pas du tout suffisantes parce que même si les employeurs ont la possibilité de compléter le chômage partiel, ce n'est pas parce qu'ils en ont la possibilité qu'ils en ont les moyens. Donc là, on a vraiment été confronté à des gros problèmes parce qu'évidemment, si la rémunération de l'artiste n'est pas maintenue à un niveau correct, nous, derrière, on touche une commission. Donc notre rémunération, on prend un coup aussi.
Donc voilà, j'ai un peu décousu la question et répondu aux deux en même temps. Donc je ne sais pas si tout était hyper clair. Mais voilà, pour moi, clairement, il y a quand même un manque, surtout qu'on estime certains employeurs estiment que ce qu'ils proposent est totalement suffisant sur la base de pas grand-chose, sur un jugement personnel. Et du coup, c'est assez compliqué. En tout cas, surtout au premier confinement, ça a été très compliqué parce que tout n'était pas clair pour tout le monde. On a eu des propositions vraiment ridicules. On s'est battu pendant des mois pour réussir à obtenir des dédommagements. Et moi, j'ai eu certaines propositions. J'ai réussi à rien obtenir du tout des employeurs parce qu'eux n'étaient pas forcément assez aidés derrière. Donc nous, pour l'agence, on a eu des aides correctes qui font qu'on s'en sort plutôt bien. Côté employeur, il y a clairement eu des soucis qui font que certains ont proposé 0. Ce n'est pas la majorité, heureusement, mais voilà, surtout les petits festivals en général qui vivent sur les subventions, qui n'ont rien pu proposer. Voilà, Olga, si vous voulez. Donc, effectivement, Perrine, ce qui est intéressant, on travaille dans le même secteur, mais on ne travaille pas sur le même poste. Donc, ce qui est intéressant de voir de deux côtés. Et c'est vrai qu'en tant que danseuse sur scène, nous avons eu des aides de chômage technique qui étaient à la hauteur de 83%, donc qui étaient plutôt favorables par rapport à certaines personnes. Mais encore une fois, ça touche les gens qui étaient en CDI, les gens qui étaient là depuis longtemps. Je ne peux pas parler pour tous les gens qui travaillent avec moi, tous mes collègues, mais je sais que beaucoup d'intermittents de spectacle n'ont pas réussi à avoir des aides suffisantes. Et aussi, comme on peut tous imaginer, un spectacle ou une création, c'est pas que les gens sur scène, c'est surtout toute l'équipe autour qui présente ça, tous les gens qui font en sorte que ça devient quelque chose de magique. Et c'est vrai que le secteur créatif, je trouve, était quand même un petit peu abandonné par certains côtés. C'est-à-dire que les gens qui étaient déjà, entre guillemets, au chaud, ils étaient au chaud. Et ceux qui n'étaient pas très au chaud, qui préfèrent leur liberté, effectivement, il y avait un petit décalage, même pour certains, un grand décalage. Mais effectivement, si on les compare à certains pays, la France, quand même, c'est un pays où il y a énormément d'aides et c'est très, très rare dans les pays étrangers. Donc, ce qu'on peut percevoir en France n'est pas du tout envisageable ailleurs. Et c'est vrai que là, à partir de janvier, il y a une baisse de chômage partiel, donc il va falloir se préparer quand même aller encore plus bas. Mais je trouve que ça nous a quand même, personnellement, ça nous a permis de rester quand même assez équilibrés. Mais malheureusement, l'effet d'avoir... après, c'est inévitable, je veux dire, dans une situation comme ça, c'est compliqué de dire il fallait laisser les théâtres tout ouverts. C'est presque impossible. La vie humaine, elle est en privilège de le reste. Mais combien il y a de techniciens, combien il y a d'artistes, combien il y a de gens, de jeunes artistes aussi, de jeunes acteurs, par exemple, qui sortent de l'école, qui ont perdu leur année. Je connais aussi des gens qui se sont préparés pour préparer un spectacle, ils ont investi de l'argent. Et effectivement, eux, ils n'ont pas du tout aidé parce que eux, c'est des jeunes créateurs. Donc, il y a un peu un sacrifice un peu de son temps et de donner quelque chose un peu gratuit pour après obtenir quelque chose. Donc, ça, ces gens-là, il y a aussi énormément de gens comme ça. Donc, je trouve que ça a été plutôt bien géré pour les gens qui étaient déjà plutôt... Les gens qui ont un statut, en fait. Plutôt en sécurité, exactement. Et malheureusement, pour certains, ça a été beaucoup, beaucoup plus difficile et qui est malheureux dans cette période. Ouais. Je pense par exemple aussi, si on fait référence aux musiques actuelles et notamment les musiciens qui en vivent, mais qui jouent principalement, par exemple, dans les restaurants, les bars, ce genre de choses, qui font des petites tournées, qui en plus parfois ne sont pas déclarées malgré eux. Hein, mais autant vous dire que s'ils ne sont pas déclarés, ben, ils n'ont rien derrière parce qu'il n'y a absolument aucun moyen d'être rémunérés.
Donc, je pense que ça dépend vraiment en fait, du statut de l'artiste. Et même si nous, on n'est pas totalement satisfait de ce qu'on a obtenu, on fait quand même partie de la catégorie qui s'en sort plutôt, enfin en tout cas le moins mal possible. C'est ça. Aussi, il faut penser à toute la programmation qui a été faite en amont. La programmation qui était décalée sur un an, c'est-à-dire qu'il y a plein d'artistes qui étaient, là on parle de pas les spectacles statiques comme nous, mais les spectacles qui évoluent, qui changent l'endroit, et toute la programmation était décalée d'un an, donc c'est-à-dire les artistes qui sont préparés pour il y a un an, ils vont faire ça en 2021 et encore, s'il tient la route, je veux dire, c'est vrai que c'est une année extrêmement pour eux, extrêmement difficile. Beaucoup. Donc voilà, est-ce que je sais qu'il y a d'autres questions hein, dans cette partie économique. Est-ce que vous pouvez peut-être les poser, enfin, enchaîner? Donc, pour rebondir sur ce qu'avait dit Olga juste avant en parlant du sacrifice des jeunes, une personne aspirant à une carrière artistique aura-t-elle plus de mal à trouver un agent pour débuter dans le monde de la culture après le Covid? Donc, cette question est plus adressée à Perrine. À trouver un agent, pas forcément. Enfin, c'est un petit peu. Effectivement, on n'est pas dans la même dynamique qu'habituellement. Hein. C'est un peu plus compliqué pour nous de se projeter dans des nouvelles collaborations parce qu'on a beaucoup de travail et qu'en plus, on n'a pas trop de visibilité sur l'avenir et qu'en général, quand on commence une collaboration, c'est qu'on construit ensemble quelque chose sur le long terme. Donc, on projette des choses. Donc là, c'est un peu difficile, mais pour autant, on organise quand même des auditions. Voilà, donc c'est pas fermé du tout. Je pense pas que ça soit forcément beaucoup plus difficile pour eux de trouver un agent. Je pense qu'ils peuvent trouver. Le problème, c'est qu'il va falloir être davantage patient parce qu'on vient de perdre une année et donc là, il y a quasiment pas d'audition qui se passe. Donc les jeunes chanteurs n'ont quasiment pas accès aux auditions, ce qui fait, enfin, c'est par là qu'ils doivent passer en général pour obtenir leurs premiers engagements. Hein, donc et en plus de ça, effectivement, comme le disait Olga, la saison 2020 a été totalement reportée, ce qui veut dire que les artistes qui n'ont pas pu chanter vont pouvoir chanter en 2021, mais il n'y a pas de place pour les nouveaux arrivants, en fait, ou très peu. Donc, en fait, ça reporte un peu tout d'un an. Donc, c'est là-dessus que c'est assez compliqué. C'est assez difficile de se projeter sur comment ça va se passer sur les saisons à venir. Je pense que c'est encore un peu flou pour tout le monde, autant nous que les artistes et que les théâtres eux-mêmes. Hein, eux, ils font leur possible, mais c'est assez délicat, d'autant que les théâtres, en général, programment 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans à l'avance selon les théâtres. Et donc là, ça a tout remis en question, tout a été chamboulé et ça influe forcément sur les castings et donc les artistes, et notamment les nouveaux artistes, les jeunes artistes qui commencent. Mais j'aime rester positif, donc j'ose à croire qu'il y aura des opportunités, peut-être pas les mêmes que d'habitude, peut-être qu'ils devront passer davantage par des formats concerts, je ne sais pas. Très sincèrement, je n'ai pas de réponse précise à cette question, mais je préfère rester positive et me dire qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne trouvent pas leur place et qu'ils ne puissent pas exercer leur métier comme les autres, quoi. Merci, c'est moi qui vais poser la question suivante. Vous avez l'air d'être plutôt renseigné sur les différents établissements culturels, étant donné déjà que vous venez de 2 établissements différents, assez ancrés. Et on a pu assister à un phénomène qui a été que beaucoup de spectacles donc, ont été annulés et que le public n'est pas allé demander le remboursement de ses billets. Et on voulait vous demander, est-ce que vous vous attendiez à cette forme de solidarité venant du public qui donc a préféré payer un billet même s'il ne pouvait pas assister au spectacle? Je ne sais pas, Perrine, si c'est vous ou c'est moi. Allez-y. Je peux commencer sur vous. Je parle pour l'établissement dans lequel je travaille. Et
pour imaginer que Moulin Rouge, c'est la programmation sûre, et on avance toujours d'un an et demi à l'époque. Donc, je sais qu'ils ont dû rembourser tout le monde pour revenir sur cette année, quoi. Donc, je sais que c'est très difficile parce que aussi les prix, c'est pas le même que certains théâtres, évidemment. C'est des prix assez élevés. Donc, c'est compliqué d'imaginer qu'un endroit avec c'est 1000 personnes par soir et 2000, donc 1000 personnes par spectacle et 2000 par soir. C'est difficile à imaginer que les gens, c'est surtout des étrangers, c'est beaucoup d'étrangers qui viennent, vont laisser le budget sur cette plateforme-là. Je parle plateforme, mais sur la caisse du Moulin Rouge. Et aussi, c'est un lieu qui se pose énormément de questions. Et justement, pour revenir aussi sur la question d'avant, que pour les employeurs, effectivement, c'est encore autre chose. Quand on a le chômage partiel, eux, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est un énorme établissement qui réunit 400 personnes, déjà des employés. Donc, pour essayer de tenir la barque haute et de se dire qu'est-ce qui va se passer sur l'avenir, c'est assez difficile parce que les réservations viennent souvent d'étrangers. Ce qui va se passer maintenant sans qu'on puisse voyager pour l'instant et quand est-ce que ça peut réarriver rien que quelques réservations. Je pense imaginer côté remboursement déjà, c'est pas très évident. Mais c'est vrai que c'est une magnifique acte d'essayer de soutenir comme ça les théâtres et voilà, des spectacles, des concerts. Je trouve que c'est une aide magnifique. Ouais, moi je trouve aussi que c'est beau dans le geste. Après, très sincèrement, j'ai du mal à visualiser ce que ça a pu représenter comme rentrée d'argent, sachant qu'à la base, la billetterie est très rarement le revenu principal des structures. Donc, mais si ça a pu aider un peu, tant mieux. Pour autant, nous, on n'en a pas spécialement ressenti les effets sur les propositions financières qu'on nous a fait. Donc, je ne sais pas exactement quel était enfin, comment ça a été utilisé. Mais je trouve ça super, en tout cas, que ça ait eu lieu. J'y ai moi-même participé d'ailleurs, c'est ce qui me paraissait tout à fait normal. Je pense que c'est de l'argent qu'on avait prévu de mettre dans la culture et que vu la situation, c'est bien si on peut effectivement toujours dédier cet argent à la culture, ce qu'on avait prévu de faire initialement. Enfin, moi, personnellement, je sais que voilà, c'est quelque chose que j'avais prévu d'aller à ce spectacle. Il n'a pas eu lieu pour une raison qui échappe à tout le monde. Ça me semble normal de me dire, bah, je soutiens les artistes qui auraient dû être sur scène. Donc la démarche est totalement louable. Après, dans les faits, j'ai du mal à visualiser quel impact ça a pu avoir vraiment sur la situation financière des théâtres, en fait. Voilà, c'est juste... Oui, je pense que c'était plutôt symbolique. Oui, voilà, je pense que le geste était plutôt symbolique, mais c'est un très beau symbole. Exactement. Une autre question peut-être sur cette partie? Que pensez-vous du rassemblement qui a eu lieu place de la Bastille pour réclamer la réouverture des lieux de culture? Vaste question. Ouais, c'est pas évident de répondre à cette question. Et évidemment, c'est important d'ouvrir les lieux de culture, c'est important d'ouvrir les théâtres. Mais il y a en même temps, comme on a déjà dit, il y a la santé des gens. Et c'est vrai qu'il y a aussi sûrement côté politique qui ne nous laisse pas d'aller plus vite. Mais si ça peut sauver. Si ça peut sauver les gens et d'essayer de ralentir un petit peu tout ça, pourquoi pas ne pas ouvrir pour l'instant. Mais c'est vrai que ça devient très, très lent. C'est quand même très, très lent. Il y a les possibilités qui étaient installées avec les masques et tout ça. On sait tous que les théâtres, les cinémas, ils essaient de faire au maximum pour que les gens se sentent en sécurité et que tout se passe bien. Et je ne peux rien dire, je ne suis pas un médecin, mais je ne pense pas que c'est le plus grand lieu de connexion, de contact où on peut tomber malade. Et quand il y a les gens
prend les risques d'aller voir le spectacle avec un masque et en étant assis à côté d'un autre public, c'est leur choix aussi. Donc peut-être laisser le choix, ce serait été un bon compromis. Mais je ne sais pas ce que vous pensez, Perrine. Moi, je suis mitigée sur la forme parce que je trouve qu'en temps de coronavirus, c'est quand même les grands rassemblements comme ça sont peut-être quand même pas les choses à préconiser. Et en même temps, on a un peu l'impression que c'est le seul moyen de faire bouger les choses. Donc c'est pour ça que je suis mitigée, parce que je pense que en temps de Covid, c'est quand même vraiment pas top. Et en même temps, bah, si c'est le seul moyen de se faire entendre, bah voilà. Sur le fond, moi, je suis aussi, aussi partagée parce que, en fait, ce qui ressort beaucoup, et c'était la raison aussi de cette manifestation, c'est les incohérences. Pourquoi les commerces rouvrent et pas les théâtres, alors que dans les commerces, on s'est tous retrouvés dans cette situation où on voit que la distanciation n'est pas respectée, que les masques sont mal portés, etc. Alors que dans les théâtres, c'est hyper strict. Les règles, il y a un protocole. Les chanteurs, enfin, je parle des chanteurs parce que c'est ceux avec qui je travaille, mais les chanteurs sont tous testés. C'est les plus testés. Ils ont des tests, certains tous les jours ou minimum toutes les semaines. Enfin, il y a vraiment des précautions. Ils sont vraiment en quarantaine pendant qu'ils sont dans une production. Alors, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des cas, mais il y en a eu très, très peu. Et donc, en fait, il y a vraiment une incompréhension par rapport à ça, parce que finalement, c'est un milieu qui a vraiment poussé les efforts jusqu'au bout. Et pour autant, il se retrouve à une semaine de l'ouverture où tout le monde s'était préparé à ouvrir les théâtres, se dire, bah, en fait, tout ce qu'on a préparé, ben, ça tombe encore à l'eau. Donc, en fait, il y a eu vraiment ce problème vécu comme une injustice, en fait, hein, par tous les artistes, de se dire, mais on est privé de notre métier et on est quasiment les seuls, avec notamment les restaurateurs. Voilà, c'est pas les seuls, mais ils font partie, en tout cas, des métiers les plus impactés et surtout avec une incompréhension totale. Donc sur le fond, moi, je suis assez d'accord parce que l'idée, enfin le message qui voulait être fait passer, c'est pourquoi, en fait, pourquoi, genre juste expliquez-nous pourquoi. Je pense que tous les chanteurs, enfin par exemple, je parle des chanteurs, hein, mais font très attention à leur santé, et les artistes globalement, je veux dire, ils travaillent avec leur corps. Donc s'ils sont malades, ils en sont les premiers à subir les conséquences. Euh, donc, ils font extrêmement attention déjà en temps normal. Mais là, d'autant plus. Et ouais, c'est vraiment une question difficile et je pense que ça relève du politique. Et j'ose espérer que ce n'est pas uniquement une question en lien avec le capitalisme. Très sincèrement, j'ose l'espérer. Je n'en suis pas persuadée. Parce qu'on arrive sur la période de Noël et que forcément, c'est ce qui ressort chez les artistes, hein. Ils se disent qu'on ouvre les commerces parce que c'est un intérêt économique, alors que les théâtres, ça ne rapporte pas suffisamment d'argent. Personnellement, je ne suis... Voilà, j'aime me dire que c'est pas uniquement ça. J'aime le croire. Je suis pas sûre que ce soit le cas ou pas. En tout cas, je pense que c'est bien que les artistes se fassent entendre, malgré les réserves, hein, que j'ai sur cette manif, au vu de la situation. En temps normal, je ne dirais pas la même chose. Mais je pense que c'est important. En fait, je pense aussi que le rôle du gouvernement, c'est certes de nous donner enfin, voilà, de poser un cadre légal, mais aussi de nous expliquer pourquoi c'est fait comme ça. Et le dialogue est vraiment pas simple. Le dialogue est vraiment pas simple. Et si, je pense, les choses avaient été expliquées, les raisons avaient été vraiment présentées avec des arguments recevables, ça aurait été mieux accepté. Parce que là, les raisons avancées, c'est on n'ouvre pas les théâtres parce que ça va créer des flux de personnes, ce genre de choses. Et on n'arrive pas à visualiser en quoi ça crée plus de flux que les commerces. Si on nous l'explique et qu'on nous le prouve, on est prêt à l'entendre, en fait. Voilà. Et aussi pour joindre Perrine pour qu'un artiste se remette sur scène et pour qu'une machine comme un spectacle, un théâtre, une pièce ou une danse reprend la route, c'est au moins 3 semaines de répétition, au moins.
il y a du temps, il faut préparer, il faut reprendre. On ne peut pas à froid comme ça remonter sur scène, allez, demain on ouvre et c'est reparti. Donc, je trouve que ce qui est très injuste dans tout ça, c'est que on dépend de la réponse de gouvernement, mais ils ne se remettent jamais à la place d'un artiste, d'une équipe du spectacle, de quelqu'un qui doit se préparer, qui doit tout remettre en avant. Donc, je pense que aussi, quand il y a ce genre de manifestations, c'est pour aussi montrer que personne ne peut tout simplement, comme un claquement de doigts, de reprendre un grand spectacle d'opéra, je ne sais pas. Et je trouvais ça assez injuste que là, une semaine avant de réouverture, tout était décalé et genre, c'est pas grave. Je pense que la question de timing est importante. Là, c'est vraiment arrivé au dernier moment et je pense que psychologiquement aussi, ça a vraiment été un coup dur pour tout le monde, quoi. Même si quelque part, on s'y attendait un peu, on y croyait, quoi. Ouais. Mais aussi bien que pour les restaurateurs et tout ça, que d'un jour au lendemain, on ferme tous les restaurants, c'est-à-dire qu'il y a du perte de tout ce qu'ils ont préacheté plus ou moins les stocks et tout sur l'avenir, et on ouvre. Pour ouvrir un restaurant, il faut repartir à tout racheter, et tout ça se fait en même temps, c'est-à-dire c'est un peu comme les courses avant le confinement, tout le monde est parti au magasin en même temps. Au niveau de l'organisation, il y a ça aussi, c'est une incohérence d'organisation dans tout ça. Ouais, on va justement, excusez-moi, j'ai des problèmes de connexion. On va justement pouvoir enchaîner. Vous parliez justement des conséquences. Vous abordiez rapidement les conséquences économiques, enfin les conséquences que peut avoir l'économie et les problèmes économiques sur votre vie d'artiste, etc. On va tout simplement passer donc à la seconde partie sur voilà votre travail d'artiste en fait et les conséquences psychologiques que peut avoir ce confinement sur votre activité. Je sais qu'on a déjà quelques questions sur le sujet. Peut-être qu'on a une question. Est-ce qu'on a des questions sur cet axe? Alors oui. Est-ce que d'après vous, le confinement a eu un impact sur votre morale ou votre envie de travailler? C'est une bonne question. C'est la question principale, je pense que Perrine, je me permets de répondre. Autant artiste, je me suis jamais arrêtée plus de 3 mois de ma vie à cause d'une grosse blessure ou à cause de quelque chose d'important, de grave. Là, ça fait 8 mois, c'est ça, on est en inactivité physique complète. Il y a un problème de salle de sport, on ne peut pas aller non plus, on ne peut pas s'entraîner. Je veux dire, malgré tout, on s'entraîne à la maison, mais on sait tous que ce n'est pas le meilleur moyen de s'entraîner. C'est-à-dire que mon outil de travail, il est rouillé, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que nous, le travail, c'est exactement comme l'a dit Perrine tout à l'heure, c'est le corps. Pour certains, c'est la voix, pour certains, c'est l'écoute, c'est les yeux, c'est le corps. Nous, c'est le corps et c'est juste, ce n'est pas possible de ne pas avoir une telle période de rien du tout en ne faisant rien. Notre plus grand souhait, c'est de donner du bonheur au public. On ne peut pas le donner. Donc, effectivement, de rester inactif et s'imaginer la reprise d'ici un an, au début, c'est d'ici 1 mois et demi, donc on se projette. D'ici 2 mois, on se projette. D'ici 6 mois, on n'arrive plus à se projeter parce qu'on ne sait pas comment notre corps va réagir à ce genre d'arrêt. Donc, physiquement, c'est très difficile. Psychologiquement, c'est encore autre chose parce que je pense que ce n'est pas que pour la culture, c'est difficile psychologiquement, c'est pour tout le monde. Rester à la maison, en effet, c'est juste, c'est pas possible. On a besoin du contact. Autant artiste, on a besoin d'un contact avec le public, on est toujours dans les loges, on est toujours avec quelqu'un, on est en permanence avec les gens, d'être
d'être tout d'un coup confronté à soi-même, ça laisse poser de nouvelles questions et ça donne envie d'autre chose et tout ça, effectivement. Pour les gens créatifs, c'est assez facile d'imaginer des choses, mais certaines personnes qui ont une autre approche créative vis-à-vis de sa vie, peut-être ça peut se poser des questions qu'il ne faut pas se poser. Donc voilà, si je devrais dire, physiquement c'est compliqué, psychologiquement c'est difficile, mais je pense que ce n'est pas que pour la culture, c'est pour la plupart des gens, effectivement. Oui, bah, il y a forcément eu un impact de toute façon. Alors le premier confinement, je pense que les gens étaient restés encore positifs parce qu'on l'a commencé, il a été annoncé sur quelques semaines et il a été prolongé petit à petit. Donc finalement, les artistes ont, même s'il y avait une inquiétude quand même, hein, une petite appréhension, enfin surtout ça, c'est l'inquiétude et l'appréhension s'est renforcée au fil des semaines de confinement. Sur le début du confinement, ça a été pas si mal accueilli, entre guillemets, dans le sens où, enfin, ils étaient évidemment hyper déçus et quand même pas bien face à la situation, hein, mais enfin, de devoir arrêter une production en plein milieu des répétitions, enfin, c'est terrible, hein, mais ils ont essayé de relativiser, en fait. C'est ça que je voulais dire. Ils ont essayé de relativiser en se disant, bon, ben, pour une fois, je vais prendre un peu de temps chez moi pour faire d'autres choses, pour profiter de ma famille qui voit de manière intermittente, hein. Donc, ils ont essayé de relativiser, en tout cas ceux avec qui je travaille, hein. Je ne veux pas faire de généralité, mais certains ont essayé. Puis en fait, le plus ça s'est allongé, le plus c'est devenu difficile parce que voilà, ils étaient vraiment en manque de scène, hein. Un artiste, sa vie, c'est la scène. C'est comprendre quand même que c'est un état très particulier, ça procure certaines émotions, ça sécrète certaines... Enfin voilà, c'est vraiment c'est addictif. Donc le fait d'être privé de scène, ça a forcément un impact considérable sur leur morale et leur enfin voilà, c'est donc de toute façon très compliqué. Et puis alors là, en arrivant sur la fin du premier confinement et puis le deuxième confinement, il y a quand même plus de stress et d'appréhension parce qu'on a du mal à voir ce qui arrive. Alors tout ça, on arrive à maintenir un certain équilibre parce que justement, on arrive à obtenir des compensations financières qui font que ça les soulage un peu parce que c'est pas catastrophique. Mais globalement, c'est compliqué. Et même, c'est compliqué de retrouver la scène après. Ils sont très contents, mais faire une longue pause pour un artiste, c'est très compliqué parce que vous infligez un rythme de répétition, de travail qui est hyper rigoureux. Et là, tout est chamboulé et tout est compliqué. Par exemple, pour les chanteurs, un chanteur, toute sa vie, consulte un prof de chant et des chefs de chant. Il se perfectionne, et je pense que pour la danse, ça va être un peu pareil, hein. On a toujours besoin de travailler, de se perfectionner. Et là, ils sont privés de leur prof, ils sont privés de leur outil de travail, même chez eux. Ils ne peuvent pas travailler comme ils le devraient et comme ils le voudraient. Donc, c'est hyper compliqué. Et nous, côté administratif, du coup, côté agence, c'est aussi hyper difficile parce que on s'est retrouvé avec une avalanche de travail, littéralement, à devoir gérer des annulations, des propositions totalement indécentes qui, franchement, étaient totalement démoralisantes, où on se dit, mais en fait, il n'y a vraiment aucune considération pour le travail des artistes, quoi. Enfin, quand on nous propose 0 € de dédommagement, alors qu'il faut bien comprendre que le travail d'un artiste, il se fait d'autant plus, enfin, il se fait en amont, voire même il y a plus de travail en amont parfois que sur le temps d'un concert. En fait, c'est totalement injuste, en fait, et c'est total. Enfin, donc, il y a eu une espèce d'incompréhension, de stress, hein, de se dire, mais comment on va faire face à tout ça? De se dire, est-ce que notre agence va survivre, hein? Est-ce que l'entreprise va survivre? Parce qu'il y a eu ça aussi, hein, pendant un moment. Et d'ailleurs, comme c'est pas fini, on n'est pas à l'abri de toujours disparaître. Donc tout ça, effectivement, c'est pas simple. On relativise, hein. Moi, je suis dans une agence où tout le monde essaye de rester positif et de relativiser. Donc ça aide beaucoup d'avoir des collègues, enfin d'avoir le soutien aussi. Mais le métier d'agent est globalement un métier quand même assez solitaire. Et donc moi, j'ai la chance d'avoir une équipe et on est plusieurs et on se soutient. Mais j'ai des collègues qui sont peut-être un ou deux, mais en tout cas, ils portent ça sur leurs épaules presque tout seuls et où les conséquences sont beaucoup plus violentes et où c'est très dur.
Aussi pour un artiste, je parle autant artiste, c'est réussir déjà sa carrière, c'est très très difficile. D'arriver à obtenir une place quelque part, c'est très très difficile. Et quand on nous donne une pause d'un an quelque part, en fait, c'est comme si on a peur de ne pas repartir de nouveau, parce que c'est comme disait Perrine, c'est toujours des répétitions, c'est toujours un mouvement, c'est une énergie d'être sur scène, de porter pour que le spectacle soit bien, il faut qu'il y ait une énergie qui se dégage. Et c'est comme si on était en feu et là, on nous a jeté un seau d'eau, il faut qu'on reprenne de zéro. Donc, c'est quand même assez particulier. Ouais, c'est quand même particulier. Bonjour, je me permets d'intervenir et je vais poser une question qui va être en relation avec ce qui a été dit précédemment. Et comment, en fait, comment vous avez réussi à garder contact et à entraîner les gens à distance? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de régression? Et au niveau de la reprise, là, comme vous venez de conclure avec ça, est-ce que la reprise va être encore plus efficace qu'avant en vue du contexte et de la motivation qui vient après ce confinement? Bah, le contact, enfin, moi je suis pas artiste, hein, donc sur les répétitions, ce genre de choses, chacun l'a géré, mais enfin, je pense que chacun est de base à son organisation, voilà, le travail hyper rigoureux, etc. Donc chacun s'est imposé un rythme de travail et pour garder justement ce niveau, enfin en tout cas un artiste, s'il fait une trop longue pause, effectivement, il perd très vite, hein, que c'est physique. Donc vous perdez. Enfin, voilà, si vous faites du sport, c'est la même chose, hein. Si vous arrêtez de faire du sport, après, il faut reprendre, c'est difficile, il faut récupérer de l'endurance, etc. Donc c'est le même principe. Donc ils ne se sont pas arrêtés et ils travaillent de chez eux. C'est pas le même rythme, c'est pas la même exigence, mais ça permet de se maintenir justement à un certain niveau quand même. Pour cette part-là. Et après, je me suis perdue et je ne sais plus la suite de la question. Mais comment ça serait la reprise? Comment ça serait la reprise? Ah, bah la reprise, sachant qu'ils se maintiennent, ils répètent quand même chez eux, ils préparent des rôles, ils ont l'habitude de préparer les rôles chez eux, etc. Pour les chanteurs en tout cas. La reprise se passe normalement en fait, hein. Oui, pour rejoindre aussi Perrine, il y a quelque chose comme on a déjà dit tout à l'heure, en tout cas par exemple pour nous, je parle que pour notre côté, nous avons un rythme de dingue, on travaille 6 jours sur 7, pardon, 2 spectacles par soir. Répétition l'après-midi et c'est un rythme permanent, c'est-à-dire qu'on s'arrête, oui, on s'arrête pour les vacances comme tout le monde, mais concrètement, on ne s'arrête pas vraiment. Donc, arrêter tout ça d'un coup, c'est vrai que c'est juste très difficile. Pour la reprise, ça va être difficile. Après, tout va être pris. Je crois que j'ai entendu qu'il y a un minimum 4 semaines de reprise obligatoire au niveau de la loi. Évidemment, à moi, c'est rien du tout, hein. Je sais que si, par exemple, je sais demain qu'on a la reprise, je vais répondre directement. Il me faut au moins 4 mois pour me remettre en forme comme si j'étais jamais partie. Après, le premier jour sur scène, c'est juste... en fait, c'est hyper étrange parce qu'on pense que chaque artiste est très confiant sur scène, mais on a tous nos doutes, on a tous les difficultés physiques, on a un stress qui est l'adrénaline, on ne sait pas si c'est équilibré entre adrénaline et le stress. Donc, il y a une vraie travail psychologique aussi à préparer. Et pour répondre à votre question de la reprise, je suis certaine que chaque artiste reprendra comme si son premier jour de plus beau jour de sa vie. Et pour moi, comme Perrine, je reste assez positive que la culture ne perdra jamais ce flamme de donner au maximum à son public, parce que c'est ça qui nous fait vibrer aussi. Et si c'est faire des choses à moitié, dire ah, on a eu un non-confinement, donc ça va être difficile à reprendre, c'est difficile pour tout le monde à reprendre. Mais ce qui nous anime, c'est justement d'être sur scène. Donc, ça ne peut pas être autrement que bien. Et évidemment, ça va être difficile, mais c'est aussi
c'est aussi notre travail de se rebooster et monter comme si tout allait bien. Je ne sais pas si ça répondait à toutes les questions, parce qu'il y avait plusieurs questions dans la question, mais du coup, je ne sais pas si on a oublié une partie ou pas. C'est bon? Non, non, nickel, vous avez répondu à tout ce que j'attendais. Je vous remercie beaucoup. Très bien. Merci. Alors, il y a beaucoup d'écoles de théâtre et de danse, je sais, qui ont annoncé qu'elles ne feraient pas de concours cette année. La pratique de l'art, elle a été aussi assez difficile. Est-ce que vous pensez que la jeune génération va réussir à s'adapter, notamment psychologiquement, et finalement à émerger quand même? Émerger quand même, pareil, hein, j'ai envie de rester positive, donc moi j'y crois. Je dis pas que ça sera facile, c'est jamais facile, hein, de toute façon, même en dehors du Covid, c'est pas facile. Alors, j'avais pas entendu qu'il n'y avait pas de concours, enfin qu'il y avait certaines écoles qui proposaient pas de concours, donc ça, je trouve ça assez surprenant. Ouais, je trouve ça assez surprenant. Là, à chaud, je sais pas trop quoi en penser, mais je sais qu'il y a des écoles qui font des concours sur vidéo pour justement pallier à toutes ces problématiques. Ouais, je pense qu'effectivement, l'entrée dans le monde du travail va clairement pas être simple parce qu'ils arrivent à un moment où tout simplement il n'y a pas de travail. Donc psychologiquement pour eux, ça va aussi être une étape en plus qui va pas être simple et dans tous les cas, moi je parle souvent de ça, mais je pense que les artistes, en tout cas dans les institutions que moi je connais, sont assez peu préparés au monde du travail dans la culture, qui est quand même assez dur et parfois violent. Et nous, on essaye à travers une association l'association des agents artistiques, notre but à plus long terme, c'est d'informer beaucoup les jeunes sur comment ça se passe dans le milieu, et j'ai espoir que ça les aide à justement à un peu appréhender ce milieu et à savoir comment s'intégrer à ce milieu et réussir dans les meilleures conditions possibles. Là, c'est un peu tôt, du coup, pour faire tout ça. Pareil, j'aime à croire qu'un artiste qui est motivé, qui a travaillé et qui a du talent, et voilà, qui fait ça par passion et qui met tout son cœur, va réussir à s'exprimer, et c'est quand même le but, quoi. Donc moi, je pense quand même que les directeurs de théâtre, etc., enfin les employeurs de manière générale, ont conscience de ça et vont aussi le prendre en compte dans leur programmation, quoi. Mais après, ouais, c'est clairement pas simple, hein. J'ai pas de réponse claire à la question. Je suis assez d'accord avec Perrine que c'est une question assez difficile. Après, d'avoir essayé de percer dans ce métier et d'avoir essayé d'aller plus loin, je pense que pour être un artiste, pour travailler dans la culture, soit tu es chanteur, danseur, n'importe quel métier que tu fais, je pense il faut avoir un sacré caractère et d'y croire et être un petit peu rêveur. Parce que rien n'est écrit d'avance. Donc, chaque chose qu'on entreprend, autant peintre ou n'importe qui, si ça ne plaît pas au public, ça ne plaît pas au public, ou ça, juste, tu peux être un extraordinaire acteur et personne ne te remarquera parce que tu ne sais pas pourquoi. En fait, il y a une forte, quand même, il y a quelque chose dans le genre de chance, même si je n'y crois pas vraiment en chance, mais il doit y avoir quelque chose d'autre que juste A plus B égale ça. Dans l'artistique, ça ne marche pas comme ça. Donc, quelque part, si cette année a tourné comme ça pour les jeunes qui vont arriver dans ce monde-là, évidemment, c'est juste très difficile parce que le métier est déjà très difficile. Mais ça leur forgera pour l'avenir, je suis certaine, pour assez longtemps, se dire de ne pas laisser tomber, d'y croire, de ne pas baisser les bras. C'est le plus important dans ce métier dans tous les cas. Donc,
Moi, je ne sais pas, je reste hyper positive par rapport à ça parce que quand on se lance dans ce métier, on sait les risques qu'on prend déjà à la base. Et c'est pour ça que souvent, on fait de l'artistique, c'est difficile à expliquer à nos parents qu'est-ce qu'on fait et de quoi on rêve. Mais quand ça paye à un moment donné, ben, on est très heureux de savoir que ça a payé. Donc, je pense que les jeunes qui sont aujourd'hui sur les pistes starting block de commencer le métier, ils vont pas lâcher. Ils vont se battre par tous les moyens pour essayer d'obtenir l'attention et c'est ce qui est le plus important. Si c'est maintenant on lâche, bah, c'est comme le course qu'on court et à un moment, juste avoir le final et on baisse les bras et on se retourne. Non, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est une des étapes à passer. Malheureusement, on ne peut rien faire. Et on parle de l'artistique, on peut parler de n'importe quel métier. Les gens, en fait, je parle souvent de la restauration parce que mon mari, il est dans la restauration. Et que si tu abandonnes, bah alors c'est abandonné. Il y a plein de gens qui peuvent abandonner, mais je suis sûre qu'ils vont aller jusqu'au bout parce qu'il faut et on n'a pas d'autre choix. C'est comme ça, malheureusement. Merci. Ensuite, c'est une question plutôt orientée pour Perrine. Une question qui est en quoi le confinement a-t-il influé sur la relation avec les artistes? Je réfléchis. Ça influe dans le sens où nous, quand même, un point important de notre métier, c'est les déplacements. On se déplace beaucoup pour avoir des rendez-vous et les voir sur scène. Donc là, moi, ça va faire presque 1 an que j'ai vu aucun de mes artistes sur scène. Et c'est hyper important, en fait, d'une pour notre relation, justement. Enfin, on a une relation de confiance et moi, je me dois de connaître les artistes avec qui je travaille, sinon ça n'a aucun sens, évidemment. Et si je ne les vois pas sur scène, c'est très compliqué de suivre ce qu'ils font, de suivre leur évolution, etc. Donc, ne pas les voir en physique, à la fois sur scène et aussi après, parce qu'on se voit en rendez-vous, c'est très particulier parce qu'en plus, moi je trouve que c'est quand même la part du métier la plus humaine, même si on travaille de manière très justement beaucoup dans l'humain qui pour moi est hyper important. C'est la part humaine palpable, quoi. Genre il y a un échange humain vraiment, il est matérialisé, quoi. Donc le fait de ne pas avoir ça, c'est clair que ça joue sur pas mal de choses. Après, on a de toute façon l'habitude d'être en contact tout le temps avec nos artistes, par téléphone, par mail, etc. Donc on est beaucoup en contact avec eux. Et notamment pour les tenir informés des négociations suite aux annulations. Hein. Donc voilà. Mais je pense que finalement, si on prend les choses encore de manière positive, je pense que ça leur a aussi permis de se rendre compte de notre réelle implication dans tout ça et de voir qu'on se battait parce que nous, il faut savoir qu'on a quand même un métier qui est qualifié de métier de l'ombre, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop ce qu'on fait, donc on sait qu'on est là, mais personne ne sait vraiment ce qu'on fait. C'est très abstrait quoi, pour les gens qui ne connaissent pas le métier et même pour les artistes parfois. Et ben là, pour une fois, je pense que ça leur a permis de voir qu'on était hyper présents, qu'on les défendait jusqu'au bout, même si on l'a toujours fait, hein, mais je veux dire, ça a tellement été présent dans cette période que moi, j'ai eu l'impression qu'ils avaient... on a eu plus de reconnaissance que jamais, en fait, par rapport à ça. Et donc, pour ne pas rester que sur du négatif, j'en retiens, moi, personnellement, cette petite part de positif. Non pas que je sois en quête de reconnaissance absolue, c'est absolument pas mon but, mais je veux dire, pour moi, c'est quand même important qu'un artiste se rende compte qu'on travaille. Il nous paye pour notre travail. Et parfois, on a l'impression que les artistes ne savent pas très bien ce qu'on fait. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait un truc un peu plus concret pour eux. Voilà, donc j'ai envie de garder ce point positif, même si effectivement ça a eu des impacts forcément. Hein. Je veux dire, on est tous tout seuls chez nous, ou en tout cas avec très peu de personnes autour de nous. Voilà, vous avez le même impact dans vos vies personnelles, c'est le même impact côté vie professionnelle.
mais à la fois, je pense qu'on a eu quand même un rôle à jouer sur le côté psychologique, quoi. On a toujours un rôle à jouer sur le côté psychologique, hein. On n'est pas psychologue, mais évidemment, quand il y a des doutes, etc., on est là pour les rassurer. Et là, on a eu ce rôle aussi pour les rassurer. Donc, je pense que quelque part, ça n'a pas été que du négatif, quoi. Voilà, c'est partagé. Perrine, en vous écoutant, je veux que vous soyez mon agent. Voilà, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Mais on n'a pas de danseur. Je sais, mais c'est assez intéressant. Mais je trouve, si je peux me permettre de rajouter un petit peu, en étant artiste, mais nous, on n'a pas d'agent, c'est vrai. Normalement, on n'a jamais d'agent dans la danse. Ça dépend, mais je trouve que le rôle de gens comme Perrine, c'est vrai que c'est hyper important parce que dans ce moment-là, en fait, comme je disais tout à l'heure, un artiste, c'est quand même très sensible et très fragile malgré ce qu'on peut imaginer. Et je suis sûre que Perrine, elle a su les soutenir et de leur donner confiance pour l'avenir parce que c'est ce que peut nous fracasser le plus, en fait. Je trouve que c'est hyper important leur rôle et c'est vrai que je comprends complètement quand vous dites, voilà, vous n'avez pas besoin de reconnaissance, mais vous êtes senti à sa place là quand il fallait. Et je trouve ça hyper important. En tout cas pour les artistes, je suis certaine. J'aurais une question pour vous, Olga. Je sais que donc, vous avez dit que pendant cette période assez spéciale, ça fait 8 mois que vous n'êtes pas retourné sur scène, mais justement, du moins vous entraînant chez vous, avez-vous pu tirer des choses de cette situation, peut-être créer quelque chose ou même découvrir une autre discipline qui vous intéresse, quelque chose comme ça? Mais bien sûr, Flore, ça c'est quelque part, on peut dire l'avantage du temps pris pour soi, si échappatoire aussi, parce que si on n'imagine pas, si on ne crée pas, si on n'est pas en train de faire quelque chose d'artistique, ça ne tiendra pas la route du tout. Donc oui, mais personnellement, ça m'a ouvert l'esprit sur plein d'autres choses, c'est-à-dire que autant danseur, on travaille énormément notre corps, là ça m'a permis de méditer 10 fois plus que d'habitude pour garder mon calme. Je pense que tous les artistes ont beaucoup médité, c'est évident. Exactement. Mais il faut parce qu'il faut mettre cette énergie quelque part. Donc, on médite, on essaie de rester positive, à imaginer une autre chose. Aussi, toutes les différentes cultures. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de cours par Zoom avec différents artistes. Et il y a différents artistes qui se sont relevés de coach sportif tout d'un coup. Tout le monde a mis en route quelque chose de nouveau. Donc, oui. Moi, personnellement, ça m'a permis d'écrire différents projets parce que je sais très bien. Et en fait, ça m'a fait rendre compte encore plus que d'être danseuse, ce n'est pas éternel. Il faut penser à autre chose. Il faut penser à la reconversion et c'est très important. Et donc, ça m'a permis de créer d'autres projets et de se lancer toujours dans l'artistique parce que c'est pas évident pour moi en tout cas d'imaginer autre chose, mais oui, d'écrire de nouveaux projets, de s'inspirer aussi. C'est vrai qu'on regarde énormément Internet et tout ça, mais on a le temps de le faire du coup. On lit les livres, on s'inspire d'autres vidéos, d'autres choses, d'autres danseurs, d'autres artistes. Et il y a quand même beaucoup de positifs et il y a quand même une création et il y a une connaissance de soi qui est nouvelle parce que dans le tourbillon de travail de tous les jours et dans la passion dans laquelle on vit tous les jours, quand on a un vide comme ça, on commence à se connaître plus, on commence à se poser différentes questions. Et c'est aussi, c'est pas mauvais, au contraire, c'est très bien. Je pense que j'ai l'impression d'avoir mûri en un an, d'avoir pris 10 ans. Donc, non, c'est assez intéressant, Flore, comme question. Et ça fait quand même aussi un petit peu du bien. Et voilà.
Merci. Ben, justement, on va pouvoir aborder la dernière partie, le dernier gros segment de cette conférence de presse. Ben, justement, les adaptations en fait hein, que le monde de la culture a proposées pour exister, pour subsister hein, dans cette période un petit peu compliquée. Euh, donc voilà, comment est-ce que vous vous êtes adapté? Quels outils vous avez pu utiliser? On pense évidemment aux outils numériques, mais on se doute qu'il n'y a pas forcément que ça. Je laisse les journalistes voilà, poser leurs questions de nouveau. Bah, alors, premièrement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous adapter pendant ce confinement pour laisser la culture quand même? Olga, du coup, je vous laisse répondre. Moi, je suis pas artiste, alors je compléterai peut-être après, mais Bah, automatiquement, c'est vrai qu'on commence déjà pour adapter notre maison à un salle sportive, en tout cas pour mon métier. J'imagine que pour certains, c'est un studio d'enregistrement, pour certains un plateau de théâtre. Donc, oui, ça a devenu une salle de sport à essayer de fouler différemment qu'on puisse faire ça dans la vie normale. Après, par exemple, le Moulin Rouge nous a proposé plusieurs formations. Nous avons fait différentes formations. On aurait pu choisir marketing ou autre chose. Moi, je choisis italien. Ciao belli. Je parle toujours pas italien, donc ça va. Mais en tout cas, je trouve ça quand même assez chouette qu'on a pris du temps à faire complètement d'autres choses. Je fais plusieurs formations comme ça, mais pas vraiment dans l'artistique. C'est ça qui est intéressant parce que plus dans le marketing, dans les choses comme ça. Et je ne peux pas expliquer pourquoi, du coup, ce côté, peut-être ce côté artistique fait un petit peu peur. On se dit, ah bah si demain, il n'y a plus de l'artistique, plus rien, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Ça fait se poser les questions, mais juste terrifiant pour nous. Donc voilà, ça m'a permis en tout cas de faire différentes formations, d'apprendre autre chose, de s'ouvrir au monde. Et même si on est assez ouvert, c'est pas ça le problème, mais voir autre chose. Et je trouve ça assez chouette quand même. C'est pas terrible. oui, oui. Bah, c'est sûr, hein, le fait d'avoir du temps remet pas mal de choses en question. Alors après, ce qu'ont essayé de faire pas mal d'artistes aussi, c'est beaucoup ont proposé des vidéos. Je pense que parce que ça restait le moyen accessible d'expression. Voilà, d'avoir toujours, même si c'est pas pareil que la scène, évidemment, mais ça permet de garder quand même un lien avec le public et de pouvoir continuer à chanter sous une autre forme que juste dans sa chambre ou dans son salon. Donc ça a été pour certains un outil, tous ne l'ont pas fait, hein, mais pour certains ça a été un truc important quand même de pouvoir faire ça. Après, pour moi, ça reste une solution de court terme, hein, parce qu'on a beaucoup entendu dire, oui, du coup, c'est bien, il y a le streaming qui se met en place, etc. Oui, le streaming, pourquoi pas, mais ça ne remplace pas un concert en live déjà, c'est deux choses différentes. Et puis, moi, en tant qu'agent, je me dois de soulever la question de la rémunération du streaming, qui est globalement très mal rémunérée. Et voilà, donc ça pose d'autres questions sur ce côté adaptation qui, pour moi, nécessite d'être creusé. En tout cas, pourquoi pas du streaming, mais dans quelle mesure, enfin voilà, il faut pas non plus qu'on pense que le streaming va remplacer le spectacle. Et en même temps, si on veut faire du streaming, bah, il faut mettre les moyens, quoi. Il faut payer les artistes. Et quand je parle artiste, j'entends artistes et techniciens, hein. Pour moi, ça englobe le tout, hein, parce que les techniciens sont concernés de la même manière. Donc voilà, pour moi, il y a un point adaptation sur le streaming qui est important de souligner parce que c'était clairement pas quelque chose de courant jusqu'à maintenant, hein. Le streaming dans la musique classique, il y en avait quasiment pas. Enfin, il y avait des captations, hein, évidemment, qui passent sur France Télé le soir, en général à 3 h du matin. Mais très peu, enfin, vous voyez pas ou peu de Facebook Live de concerts de chanteurs lyriques ou d'orchestres symphoniques, quoi. C'était vraiment enfin, là, ça vient de sortir, quoi. C'est tout récent.
Donc l'adaptation s'est faite aussi de la part des théâtres récemment par rapport à ça, où là, ils sont tous en train de proposer des lives pour sauver les projets qui sont en cours, pour lesquels les artistes ont répété et pour qu'ils puissent chanter. Mais donc, pour moi, l'adaptation sur le streaming peut être une solution de court terme et pourquoi pas. Mais si ça doit perdurer, il y a une question de fond qu'il faut creuser et pour laquelle je n'ai pas moi-même la réponse. Hein. C'est un truc qui est à réfléchir pour tous, quoi. Mais je trouve que c'est hyper intéressant, Perrine. Par exemple, effectivement, j'avais vu pas mal aussi de concerts, des amis qui ont fait des concerts ou des spectacles en ligne. Effectivement, on peut s'exprimer comme ça en digital et c'est chouette, ça demande aussi une organisation et parce que certains ont fait de vrais concerts, c'est-à-dire il y a une vraie répétition, de préparation et tout ça, mais rien ne remplacera jamais un public, rien. Même si c'est un public visuel comme ça ou par Zoom, mais un vrai public, les vrais applaudissements et de vrais regards rêveurs et juste d'un grand bien qu'on puisse faire en public, ça ne remplacera jamais, je pense, le digital ne remplacera jamais ça. Et je suis presque, personnellement, je suis presque triste qu'on puisse imaginer un jour la vie sans le salle de spectacle, sans le... Je trouve ça génial comme moyen pour ce période-là, mais laissez-nous le public, quoi. Et comme, exactement comme vous disiez, tous les techniciens, tous les gens qui travaillent autour, tous les métiers que ça rassemble un spectacle, le digital ne remplacera jamais autant de métiers différents que puisse ressembler à un tournage du cinéma, un concert, un show, une pièce de théâtre, peu importe. Il y a tellement de gens extrêmement talentueux qui travaillent dessus que tout d'un coup, oublier tout. Et c'est tout bête, c'est pas du tout un bon exemple, mais c'est comme on met partout les caisses self-service là. Et du coup, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus rien. Bah alors, on va devenir tous des robots et il n'y a plus rien et il n'y a plus de métier à part rester devant notre ordinateur. Mais quelle horreur, quoi. Et puis, c'est pas, je pense vraiment que malgré tout l'investissement qui est fait de la part des artistes, c'est extrêmement difficile de s'exprimer devant une salle vide et tous nous font ce retour. Ils font des captations face à une salle vide ou alors carrément dos à la salle pour que quand il soit filmé, il y ait l'artiste et puis la salle derrière. Donc avec 4 caméras qui les fixent comme ça. Donc c'est hyper bizarre et donc il faut bien s'imaginer que même si l'artiste est hyper bon et arrive à se projeter, etc., c'est quand même un contexte, enfin ça sera jamais le même ressenti que face à une salle pleine, quoi. Voilà. Du coup, pour compléter un peu ce que vous avez déjà évoqué, je voulais vous poser la question de, selon vous, quelle est la place quelle sera la place du numérique dans la nouvelle conception de la culture et notamment comment inciter les gens à revenir dans les salles de spectacle une fois qu'ils ont été un peu habitués à accéder à la culture en ligne. Pour moi, le numérique a une place parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible. Donc si ça peut rendre la culture accessible, ce qui est quand même le but, pour moi, la démocratisation culturelle, c'est hyper important. Donc si le numérique peut être mis au service de ça, c'est bien. Mais pour moi, c'est un outil, c'est absolument pas une solution. C'est-à-dire que ça ne doit absolument pas être une finalité en soi, le streaming, quoi. Ça doit vraiment être un outil utilisé pour aller, pour atteindre d'autres gens, ou voilà, voilà, c'est vraiment un outil d'accessibilité. Moi, je le vois vraiment comme ça et que je trouve important parce que, en plus, moi, là, dans le cadre de l'opéra, c'est quand même quelque chose que les gens appréhendent beaucoup. Ils n'osent pas aller à l'opéra ou alors ils décrètent qu'ils n'aiment pas sans même avoir écouté. C'est quand même un milieu vraiment particulier par rapport à ça. Et donc, si le streaming peut permettre d'atteindre ces gens-là et leur dire pourquoi pas, finalement, c'est intéressant. En plus, c'est hyper complet l'opéra. Il n'y a pas que le chant, quoi. C'est vraiment
Voilà, moi je le vois comme ça, quoi. Je me dis s'il y a moyen que ça puisse convaincre ou en tout cas attiser la curiosité des gens, pas que sur l'opéra, surtout, hein, et ben pourquoi pas. C'est même, je pense, un outil important, mais ça doit absolument pas être la finalité ni une solution aux problèmes actuels, enfin aux problèmes sur le long terme. Je suis assez d'accord avec Perrine et justement, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Rendez-nous notre public, ça c'est une chose, mais après ça a créé quand même une diversité de pouvoir s'exprimer. Ça a accéléré quelque chose. Moi, je trouve qu'on est quand même avancé. On avançait 10 ans en avance en étant dans une problématique, comme quoi l'humain est capable de s'adapter à tout et c'est assez incroyable. Et je trouve que c'est exactement ce qu'a dit Perrine, je trouve ça génial. C'est un vrai accès pour certaines personnes qui n'ont pas accès justement au théâtre, à l'opéra, au spectacle, de voir quelque chose de ce genre. Et c'est c'est comme une certaine publicité d'attirer du public, mais je trouve que ça serait intéressant de revoir ça un petit peu différemment, qu'il puisse avoir plusieurs options, ou par exemple qu'il y a le public et aussi on puisse accéder par multimédia à ça en même temps. Et je trouve que c'est ça qui a fait aujourd'hui qu'on se projette différemment. Par exemple, un des projets que j'avais écrit durant ce confinement, il est justement en lien avec ça, avoir et le public et les gens connectés qui, malheureusement, on est quand même, je ne sais pas si la plupart des gens sont de Paris, mais les gens qui sont peut-être loin, ils n'ont pas forcément de théâtre, tout ça. C'est quel bonheur de pouvoir accéder, au moins voir de loin. C'est quand même, c'est vrai que ça a une vraie place. Je reviens juste sur le terme publicité parce que ça fait écho à pas mal de choses et pour moi c'est important de le souligner. Le streaming et les captations vidéo globalement sont toujours attachées à la publicité et sont un argument souvent pour les employeurs pour ne rien payer ou payer très peu en disant oui mais on n'a pas trop de moyens donc on ne va pas beaucoup payer mais par contre grâce à ça votre artiste il aura un bon outil de com et puis voilà. Alors oui super c'est très bien, on est ravis, on en a besoin, hein, les vidéos c'est hyper important dans notre milieu pour obtenir des engagements mais en fait personne vous paye vous en vidéo en fait donc c'est absolument pas un moyen de rémunération. Donc certes, on veut bien le prendre en compte, c'est important, mais il faut bien se dire que le streaming n'est pas un moyen de rémunération, quoi. Ou alors, il faut totalement revoir le système, l'économie du système et faire en sorte que ça rémunère correctement les artistes. Ouais, je suis assez d'accord, Perrine, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été explosé d'une espèce de visibilité à tout le monde. Et c'est justement là où je te rejoins. Il faut trouver un équilibre pour que tout se passe. OK, c'est une possibilité. Bah, faisons en sorte que ça devienne aussi une source de revenus. Parce que pour les gens qui sortent des disques aujourd'hui, Internet, ça a complètement cassé le rythme d'achat de disques. Plus personne n'achète des disques et la musique meurt petit à petit. C'est hyper pas cool non plus. Et si tout était... c'est génial d'avoir une accessibilité, mais en même temps, il faut que ça soit quand même, pour les artistes, il faut que ça soit aussi une source de revenus. Sinon, il n'y a aucun sens. Justement, je voulais encore rebondir sur tous les moyens digitaux. Je me demandais, est-ce que vous avez réussi justement grâce aux moyens digitaux cette fois-là à continuer vos projets par visio par exemple ou par ces moyens-là? Je laisse plutôt Olga répondre. Oui. En fait, moi, j'allais attendre Perrine, la réponse de Perrine, parce que j'ai rien à dire. Malheureusement, on n'a pas réussi à rester. On est resté connecté avec nos collègues et nos amis, mais faire ce qu'on fait physiquement, c'était impossible. Ouais, c'était. Non, là, sur les projets, ouais, en eux-mêmes, les artistes n'allaient pas ni en répétition. Enfin, sur le deuxième confinement, si, parce qu'ils avaient le droit, mais sur le premier, pas de répétition, rien. Donc non, tout était à l'arrêt. Après, chaque artiste travaille, nous, en l'occurrence, c'est des rôles et c'est les rôles à venir, donc ils préparent les rôles à venir.
donc ils travaillent eux-mêmes, mais sur les projets qu'ils auraient dû faire, tout a été annulé ou reporté. Mais il n'y a rien eu, y a rien eu en soi, quoi. C'est absolument pas possible de préparer une production d'opéra sur un Zoom, quoi. Il restait des questions? Je ne sais pas du coup si quelqu'un voulait parler avant, mais moi j'avais une question plutôt sur le rayonnement à l'international, plutôt pour Olga. C'est vrai que le Moulin Rouge, c'est quand même un des instruments du rayonnement culturel français à l'international. Du coup, est-ce que vous avez ressenti un apport du public étranger pendant le confinement? Et pour la réouverture, est-ce que vous visez un public plutôt français ou un public plutôt étranger? C'est une très bonne question et c'est vrai qu'on a toute une équipe qui s'occupe de ça, de préparation de justement comment va se dérouler la réouverture, comme l'attaché de presse et tout ça. Donc effectivement, je ne peux pas parler à leur place car je ne sais pas ce qu'ils ont prévu. Mais en effet, Moulin Rouge, c'est un des symboles français qui représente Paris et la France. Et personnellement, nous n'avons pas, je ne l'ai pas trop ressenti, aussi bien que mes amis, peut-être soutien. Je pense que tout le monde était en arrêt, pas que la France. Le monde était en arrêt. Donc, pour tout le monde, c'était assez logique que ce lieu sera fermé. Donc, c'est que plutôt comme une artiste, je m'inquiète énormément de me dire est-ce qu'un jour, en fait, est-ce que ça reviendra la priorité pour le public venir voir tout ce genre de spectacle? Est-ce que ça reviendra à la priorité? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posées la question sur les priorités. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va voyager? Est-ce que c'est important d'aller à Paris ou ailleurs? Ou qu'est-ce qui va être la première destination? On va partir le jour, ça serait possible. Donc, reprendre tout de zéro, quelque part, oui, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément pour un lieu comme Moulin Rouge, pour tous les lieux un peu internationaux comme ça qui vivent de ça. Donc, c'est assez difficile de trouver la bonne réponse. Et je pense que les équipes se préparent et ça serait évidemment, c'est un bon moment que le public français se tourne vers ce lieu-là, car on y pense toujours que c'est les lieux touristiques, mais tout le travail que ça demande, tout l'investissement personnel, technique, artistique que ça représente, c'est des vrais lieux c'est des gens de haut niveau qui travaillent dans ce genre de lieux sportifs de haut niveau. Il y a tout un... C'est pas juste un peu, ouais, c'est que pour les touristes. C'est des vrais magnifiques spectacles. D'ailleurs, tous les cabarets à Paris qui existent, ça existe qu'en France. Ça n'existe pas ailleurs. Donc, je trouve que pour les Français, ça serait énorme de voir ce genre de spectacle. Après, effectivement, il faut rendre ça accessible parce que malheureusement, c'est des lieux qui coûtent cher et les prix, c'est pas forcément qu'on a l'habitude de payer. Donc, je pense que ça serait été génial que le public français se tourne plus dans ces lieux où ça rend Paris ce qu'il est. Aller voir la Tour Eiffel, c'est hyper génial. Et moi, je suis allée voir la Tour Eiffel 6 ans après que je suis arrivée en France. Mais je me dis, mais j'ai perdu tellement du temps. C'est quand même hyper chouette d'aller voir les musées, de théâtre. C'était une super possibilité d'ailleurs après le premier confinement, cette période où il n'y avait pas énormément de touristes. On aurait pu accéder sans faire la queue à Louvre, des choses comme ça. C'est quand même très, très chouette. Et je peux que souhaiter que le public français tourne plus vers ces choses dont on parle en étant étranger et en rentrant des vacances de Paris et dire « Waouh, c'était génial, ces lieux », et pas que de Paris d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez voyagé après le confinement. Moi, je voyageais un peu. Ça m'a permis de voyager. Du coup, j'ai vu la France. La France en soi, elle est extraordinaire. Dans chaque ville, il y a un lieu créatif qui fait vivre
la culture de ce petit village ou de ce ville et tout ça. Donc, je pense que c'est le bon moment de se concentrer sur ce que nous avons ici et de le mettre en valeur encore plus. Je pense que le confinement aura pu permettre un peu ça. Mais effectivement, la question de l'international, de toute façon, se pose et est hyper importante dans les deux sens d'ailleurs, parce que là, c'est la question du public international qui vit en France. Nous, on a la question inverse, plutôt des artistes qui vont à l'international et où là, très clairement, si on a des propositions à court terme qui sont en conflit avec une autre proposition, si on a deux propositions qui arrivent en même temps, par exemple, qu'il y en a une à l'étranger, une en France, eh ben, nous, on conseille fortement à nos artistes d'accepter la proposition en France parce qu'on ne sait absolument pas ce que ça va donner dans 6 mois. On ne sait pas s'ils pourront y aller. Et comme les conditions financières, les compensations financières à l'étranger sont quasi nulles, eh ben, on conseille d'accepter plutôt la proposition en France parce qu'on sait qu'ils pourront... d'une, moins prendre de risques sur leur santé si la situation ne s'améliore pas, et de deux, s'assurer des conditions économiques beaucoup plus confortables. En tout cas, nous, on déconseille là actuellement de voyager nos artistes le moins possible, quoi, parce que c'est vraiment pas confortable. Et je parle pour au moins la fin de la saison, donc au moins jusqu'à l'été prochain. Donc on limite, on essaye de prendre le minimum de risques possible. Et je pense que tout le monde fait un peu la même chose, quoi. Sur le court terme, hein, j'entends. Sur le long terme, c'est différent. On se projette différemment. On imagine que dans 2 ans, on pourra quand même voyager dans le monde, hein, on espère. Donc on se projette différemment. Mais la question du coronavirus a beaucoup interrogé ça, hein, justement. Ça a aussi interrogé les questions écologiques du fait d'aller chanter à 3000 km alors qu'il y a un chanteur qui peut chanter ce même rôle. Je ne réponds absolument pas à la question, hein. Je pose juste le problème. Je pense qu'il y a des pour et des contre dans tous les cas. Voilà, il y a à la fois la diversité artistique et en même temps l'importance de la culture locale, des artistes locaux. Voilà, il y a plein de réponses, hein, mais du coup, la question de l'international, c'est clairement posé de plein d'aspects différents, en fait, hein. Pas uniquement sur le plan du public, mais aussi pour les artistes qui chantent à l'étranger. Et pour joindre Perrine aussi, nous avons 14 nationalités qui travaillent au Moulin Rouge. Et effectivement, nous avons beaucoup d'artistes qui sont répartis chez elles, chez eux. Il n'y a pas que des filles, il y a aussi des garçons qui sont partis chez eux. Et c'est vrai que voir de loin ce qui se passe dans le monde et s'imaginer revenir à Paris, peut-être commencer le travail, j'imagine que ça doit être un sacré défi de se dire, OK, même pour les parents, j'imagine, même si on est tous des adultes, mais se dire, OK, je repars, c'est vrai que c'est aussi une question assez particulière. Nous, on fait le casting pour Moulin Rouge 3 fois par an, en Australie, au Canada, en Angleterre aussi à Paris. Donc, il y a plein de nationalités aussi qui voyagent, qui viennent pour faire des castings, tout ça. Et c'est vrai que ce tournement, c'est la question que je me pose en direct, hein, et je me dis, c'est vrai que ce tournement, il va être cassé au moins sur un an. Au moins sur un an, et voire peut-être plus. La prochaine question, elle serait plutôt pour Perrine. Comment fait le monde de la musique pour garder une relation avec le public durant ce confinement? Parce que, notamment dans ce milieu, il est plutôt symbolisé par les concerts. Donc, comment ils font pour garder une relation avec le public? Là, ça rejoint la question du streaming, hein. La plupart, ce qu'ils ont fait, c'est les théâtres, hein. Donc, je ne vais pas répondre à leur place, mais en tout cas, le plus visible, c'est effectivement le streaming. Après, je pense qu'ils vont aussi beaucoup jouer sur la communication, notamment sur les réseaux sociaux, où ils sont déjà en temps normal assez présents, mais je pense que ça renforce un peu, un peu encore là, la problématique. Après, j'imagine qu'ils ont plein d'autres idées dont moi, là, j'ai pas Enfin, je veux dire, en général, chaque théâtre ont des services spécialisés, notamment pour de la médiation culturelle, etc. Et j'imagine que là, ça rentre bien dans leur champ d'action. Donc,
Donc, je ne sais pas exactement comment les théâtres, principalement, ont pu faire aussi de leur côté, en dehors du streaming et de ce que je viens de souligner. J'imagine que ça passe par d'autres moyens de communication, hein, et aussi, je sais pas, des newsletters, ce genre de choses. Mais ouais, non, j'ai pas d'autres idées là comme ça. Et puis bah, les artistes, pour la plupart, essayent de garder le lien. C'est les réseaux, hein, beaucoup les réseaux sociaux, là où ils peuvent communiquer. Mais le problème, c'est qu'ils gardent le lien avec les gens qui les suivent de près, qui sont assez présents. Mais sur le public plus largement, effectivement, il y a clairement, je pense, un public qu'on perd un peu. Qui n'est pas le public le plus fidèle, entre guillemets, des salles de spectacle, celui qui aime bien aller au concert, mais sans que ce soit qu'il y aille tous les mois, tous les jours, parce qu'il y a des vrais passionnés qu'on retrouve, même moi quand je vais au concert, que je retrouve à chaque concert, qui sont là partout, que ce soit n'importe où en France, hein. Donc ceux-là, je ne pense pas qu'on les perde, et je pense que le lien est bien maintenu à travers les réseaux. Et les autres, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle important, même dans la musique classique, hein, parce que je ne pense pas que c'est quelque chose qui se développe encore. Et moi, j'avais créé la page de l'agence sur Instagram, par exemple, il y a 2 ans, je crois maintenant. Et c'est un truc, Instagram, moi, à quelques années, la musique classique, c'est pas quelque chose que je retrouvais beaucoup. Et maintenant, c'est quelque chose quand même qui est pas trop mal suivi pour notre milieu, très franchement. Et en plus, où les gens m'écrivent de temps en temps, posent des questions, et je pense que le lien, il se fait aussi par là, et il est quand même important. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le moyen de communication avec lequel les gens se sentent le plus proches de nous. Donc, j'imagine que c'est aussi le cas pour les théâtres et les artistes. Voilà. Alors moi, j'aurais une question pour Olga par rapport au Moulin Rouge. Donc en fait, en ce moment, on est dans un contexte un peu particulier, comme on a pu en parler, et nos libertés, elles sont de plus en plus menacées par les crises. Est-ce que vous pensez que le Moulin Rouge est un lieu essentiel d'expression de liberté et de subversion, comme il a pu l'être à son ouverture il y a déjà des années, même si à l'époque, c'était beaucoup le subversif par des spectacles avec des danseurs qui étaient dénudés, et aujourd'hui, des spectacles dénudés, on en voit plus. Donc, c'est plus répandu et accepté, mais est-ce qu'il y a toujours cette idée de subversif et de liberté qui est essentielle dans notre société, où finalement, il y a moins d'idées de subversion? Non, c'est une bonne question. Après, c'est difficile pour moi de répondre à leur place. Donc, mais je peux répondre de mon avis personnel. C'est un lieu historique. Et c'est toujours été un lieu historique et restera toujours. Dans ce lieu, on raconte l'histoire de la France, on raconte le French Cancan, ça raconte toujours l'histoire de l'émancipation de la femme, et ça a toujours été le message. Je veux dire, c'est un lieu historique et ça restera toujours. Je pense que il y a juste, les choses ont changé, les choses ont évolué. On peut parler de la nudité justement qui a explosé aujourd'hui, et que tout est devenu très accessible. Là, c'est pas le but. Le but, c'était aussi de passer le message de liberté de la femme, d'expression, et de cette période-là, que ça a devenu un peu quelque chose de historiquement accessible. La femme est devenue la femme qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça raconte toujours la même histoire. Mais je trouve que Moulin Rouge ne changera jamais son axe, et c'est ça que je trouve génial. C'est là où on voit le spectacle, on peut dire moderne, mais à l'ancienne. Donc, n'importe qui viendra voir ce spectacle. C'est un spectacle très, très beau, très, très chouette techniquement, très, très... la lumière et tout est extraordinaire, mais vous rentrez toujours dans cette salle faite comme à l'époque. Vous avez toujours les affiches qui sont collées d'époque. Vous avez toujours le message sur scène exactement le même comme il y a 130 ans. Donc, je trouve que historiquement, c'est une place un endroit qui gardera toujours sa place dans l'histoire française.
Ouais, et puis je pense que c'est pas parce que il fait pas autant peut-être polémique qu'il ne l'a fait quand il a été créé que pour autant il n'a pas un rôle autant en termes justement pour la femme, en termes d'expression, etc. Tout ça, c'est deux choses différentes en fait. Le fait qu'il ait fait polémique à l'époque ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'a pas un rôle à tenir au niveau de la liberté d'expression et du message qu'il cherche à faire passer. Tant qu'il est là, il fait passer son message et je pense qu'on peut constater assez couramment que cette liberté-là, elle n'est pas encore acquise, loin de là. Et donc, je pense que tant qu'on en est là, et il est important d'avoir ce type de lieu d'expression. Enfin, de toute façon, tous les lieux de culture sont importants et sont des lieux d'expression, que ce soit, peu importe la programmation qu'ils proposent, hein. Enfin, je veux dire, la culture, par définition, porte à débat. On aime, on n'aime pas. On peut aller voir une œuvre avec un metteur en scène où on va pas aimer du tout. Mais ce qui est important, c'est qu'il a créé le débat et lui, il s'est exprimé. Il a pu s'exprimer comme il le voulait. On n'aime pas, bah, on n'aime pas. Mais au moins, on a un avis en plus dessus. C'est bien d'avoir un avis, quoi. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, déjà je m'excuse pour la qualité de mon micro qui n'est pas top je crois. Ça va, J'espère on que vous entend. allez m'entendre. Très bien, ouais. J'avais une question au sujet comment dire, du choix qui a été fait par le gouvernement en ce qui concerne votre secteur notamment. Donc, que pensez-vous des mesures prises par l'État, notamment au sujet de l'aspect non essentiel de la culture qui peut être perçu ainsi selon eux? Ah, je pense qu'il y a pour moi une grosse erreur de communication, très clairement. Dire à une partie de la population, sous-entendre qu'elle est non essentielle en parlant des essentiels d'une part, parce qu'il a plutôt qualifié une partie de la population essentielle, ce qui sous-entendait que les autres étaient non essentiels. Ça, pour moi, c'est un vrai problème de communication. Enfin, je pense que chacun, dans sa vie, a besoin quelque part de se sentir utile. Sinon, on ne trouve pas de sens à pourquoi on est là. Enfin, qu'est-ce qu'on fait là si on ne se sent pas utile? En tout cas, moi, c'est ma vision du truc. Et donc, nous dire qu'on est non essentiel, très clairement, on se dit, bah, en fait, à quoi bon? Enfin, ça n'a aucun sens, du coup. Donc, d'autant plus que moi, au contraire à l'inverse du gouvernement, je pense que la culture est totalement essentielle. Pour moi, la culture est totalement indissociable de l'éducation. Donc, pour moi, c'est vraiment un non-sens total, quoi. Je ne le comprends pas et je pense vraiment que c'est une grosse erreur de communication. Et j'ose espérer que le gouvernement ne pense pas dans les faits que la culture est non essentielle et que c'est juste une erreur de vocabulaire. Très franchement, je l'espère. Parce que sinon, pour moi, c'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave de penser que la culture est non essentielle. Ouais. Non, mais il y a plein de choses, effectivement, je suis d'accord avec Perrine, il y a plein de choses. Je pense que plein d'artistes se sont exprimés sur le sujet, beaucoup. Grand Corps Malade, qui a écrit cette chanson, qui effectivement passe un message très juste et exactement ce qu'il faut. C'est vrai que faisant croire que c'est une erreur. Et c'est vrai que ça a été prononcé tellement de fois, mais aussi pour culturel, aussi pour les restaurations, pour l'hôtellerie, pour plein de choses. Et tu te dis, OK, bah, alors demain, si tout s'arrête, tous ces gens, c'est plus essentiel, vous pouvez crever et c'est pas grave. Donc c'est ça, moi je pense que c'est très très problématique ce mot-là et cette considération-là. Effectivement, il y a des métiers qui nous gardent la vie ou d'autres métiers très importants, mais chaque métier et chaque personne a son importance sur ce monde, on est tous d'accord, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve que ça montre vraiment l'image il y a des choses importantes et des choses pas importantes. Alors que pour moi, dans cette crise, l'important, c'est il y a des choses vitales et des choses non vitales, comme le disait Olga. Donc, on garde les choses vitales, la santé, les magasins pour se nourrir, et le reste, eh bien, on fait la croix dessus pour tuer le virus. Là, c'est absolument pas comme ça que ça a été présenté, et c'est ça qui pose vraiment problème, parce que non essentiel, c'est vraiment, ça
ça n'a aucun sens, à mon sens. Et ça a plutôt tendance à m'agacer, pour être très honnête, mais ça, c'est un sentiment tout à fait personnel. C'est vrai. Est-ce qu'il reste une ou deux questions par rapport aux adaptations? Bon, ben dans ce cas-là, on va pouvoir clôturer cette conférence de presse qui aura été assez dense, hein, avec voilà, des réponses précises et détaillées. Je pense que ça a été un plaisir pour tous ceux qui étaient présents ici et j'espère que c'était un plaisir et on espère que c'était un plaisir pour vous deux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je te coupe juste, Quentin, désolé, parce que je pense à une dernière question. C'était plus par rapport au tout début de la conférence, vous avez évoqué les jeunes artistes. Est-ce que vous auriez justement des conseils pour ces jeunes artistes et sur la façon dont ils peuvent se développer malgré le Covid? De ne pas perdre espoir, de toujours être patient, mais ça, je le dis à n'importe quel artiste en dehors du Covid, hein. J'ai fait une intervention au Conservatoire de Lyon lundi et je leur ai dit la même chose en dehors du Covid parce que c'est un métier où le timing est hyper important et le timing, on ne le maîtrise pas. Donc, et là, ça fait écho aussi à ça, hein. Le Covid, c'est un mauvais timing et on ne peut rien y faire. Donc, il faut savoir être patient et tenir bon. Et ça peut être difficile, hein, parce qu'effectivement, le jour où ils sont plus étudiants, s'ils n'arrivent pas à trouver du travail tout de suite, bah, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, il y a des questions à se poser. Moi, j'ai envie de dire, bah, j'entends, ça pose des questions financières, mais c'est pas parce qu'ils vont avoir des difficultés financières qu'ils sont obligés de prendre un boulot, par exemple, pendant un temps pour vivre, malheureusement, qu'il faut forcément lâcher. Et peut-être que ça peut être temporaire et que derrière, leur carrière peut quand même décoller. Et je l'espère sincèrement. Donc, des conseils, c'est dur à dire parce qu'en plus, les situations de chaque artiste sont tellement différentes que en faire une généralité, c'est compliqué. Mais de toute façon, un jeune artiste, s'il veut réussir, doit croire en lui et en sa bonne étoile. Et puis nous, ensuite, en tout cas moi en tant qu'agent, on fait tout notre possible pour qu'ils aient leur place sur scène. Donc voilà, je pense que quelle que soit la situation, il faut qu'ils y croient. Et même s'ils sont obligés de prendre un petit travail à côté pendant un temps, même si ça va être hyper dur, j'ose espérer qu'ils s'en sortent. Pareil, je pense que c'est difficile de donner le conseil, mais si j'aurais voulu entendre un conseil de quelqu'un, je m'aurais dit de rester exactement comme on était, pour ne jamais oublier pourquoi on a commencé, de toujours se rappeler ce moment pourquoi j'ai commencé et de ne jamais abandonner, d'aller jusqu'au bout. Parce que les moments comme ça, il y aura d'autres, mais présentés d'une manière différente. Il y aura toujours des difficultés, des obstacles à dépasser. Et c'est ça qui fait la beauté de la réussite à un moment donné que ça paye. Et je suis certaine, le persévérance et le travail et continuer à créer, ça nous met dans une dynamique. Et j'y crois profondément que l'univers ne donne pas des choses comme on le veut, et chaque chose, ça doit se passer comme ça se passe. Malheureusement, cette période, on ne peut pas le changer, donc il faut faire avec. Qu'est-ce qu'on ferait si cette période, elle était écrite dans notre destin? Allez, c'est parti, on essaye d'aller plus loin, et je pense que ce qui est exactement, elle a dit Perrine, de croire en soi et de ne pas oublier pourquoi on est là, c'est ce qui est le plus important. Et que rien n'est une fatalité aussi, et que si jamais ça marche pas, et ben peut-être que c'était voilà, il y a peut-être autre chose à faire, et peut-être que ils se trouveront autre chose, même si c'est pas le but, hein, je veux dire, mais je pense que c'est important de relativiser et de rester positif et de se dire, bah voilà, si ça marche pas tout de suite, peut-être que ça marchera plus tard. Donc peut-être orienter différemment, peut-être toucher à un métier qui est en lien avec ça, mais plus indirectement, peut-être. Enfin voilà, hein, comme je disais, ça dépend des situations. Là, je réfléchis en même temps, mais je pense qu'il faut vraiment pas prendre ça comme une fatalité, surtout c'est hyper important, sinon on tombe là encore dans des problèmes
d'ordre psychologique hyper important. Enfin, c'est pas parce qu'on ne réussit pas qu'on est nul. Genre, faut arrêter de croire qu'un échec signifie qu'on est nul. Et ça c'est valable pour tout, hein. C'est pas juste pour la culture. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui marche pas que tout est une fatalité. Et le risque, ça reste les conséquences psychologiques, la dépression, etc. Et là, le coronavirus, on est en plein dedans, hein. Le nombre de burn-out, etc., a quand même tendance à augmenter. Donc, je pense qu'il faut essayer de prendre les choses à contre-pied quand vraiment ça veut pas, et de rester le plus positif possible, en tout cas le moins négatif possible si on a tendance à être trop négatif. Et de s'entourer. Moi, je conseille aux artistes, ça, voilà, si je pouvais donner un conseil, ça me vient là. N'hésitez pas à vous faire accompagner, notamment psychologiquement. C'est hyper important, c'est hyper dur psychologiquement comme travail, même en dehors du Covid, d'être tout le temps confronté aux jugements, des jugements hyper durs, que ce soit par les critiques, les journalistes, entre autres, mais aussi par les directeurs quand il faut faire des auditions, se présenter tout seul en face de 4 personnes qui vont vous dire finalement que c'était nul. C'est hyper dur. Donc, pour moi, il y a un gros travail psychologique sur le bien-être global, faire du yoga, de la méditation, justement. La méditation, c'est hyper important. Il y a plein d'artistes qui le font. Et de ne pas hésiter à se faire accompagner psychologiquement, ce qui n'est absolument pas une tare. On a tendance à pas trop vouloir dire qu'on voit des psys, etc. Et pour autant, moi, je pense que dans l'absolu, tout le monde pourrait tirer bénéfice d'un travail psychologique sur lui-même. Donc, pour moi, c'est absolument pas un truc dont on doit avoir honte. Et je pense que ça pourrait être un bon conseil si vous avez du mal justement à faire ce travail tout seul sur vous-même. N'hésitez pas, si vous en avez les moyens, parce que c'est encore pareil, c'est pas toujours remboursé, de consulter, ou même si c'est de la famille ou des amis, mais de ne pas être seul, de ne pas rester seul dans son mal-être. Oui. Peut-être de faire de cette période qui est un peu erreur, bug technique, de faire d'une erreur une force et essayer de trouver dans tout ça du positif, avec peut-être les aides ou avec justement notre propre peut-être cerveau, et d'essayer d'aller plus loin. Mais il faut que ce défaut devienne une qualité, une force pour par la suite. Je pense qu'on peut en tirer énormément de... On peut apprendre énormément de choses, et ça peut nous aider à aller plus loin à chaque année. Merci et désolé Quentin de t'avoir coupé. Il n'y a pas de problème, c'était pour une des réponses très intéressantes. Donc, il n'y a pas de problème. On va pouvoir du coup conclure cette conférence de presse. Il est presque 16 h, on est parfaitement dans les temps. Et puis, comme on a commencé en retard, en réalité, on a une certaine avance. Donc, je me répète, mais merci une fois de plus, Perrine, et merci Olga d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci également à tous les journalistes jeunes qui étaient présents, qui ont rédigé des questions, qui ont pu les poser, qui sont restés pour écouter. De toute façon, cette conférence était enregistrée, donc on pourra la poster sur différentes plateformes au début de l'année prochaine. Et donc voilà, je pense qu'on peut conclure cette conférence. Si vous avez une dernière chose à dire, dites-la. Sinon, eh bien... Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, merci à tous. Merci à tous, c'était vraiment bien. On peut s'applaudir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, on filera dans les théâtres, promis. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup.